le Coca, le Cost of Customer Acquisition. Désolé pour ma voix, en fait, je pense que j'ai une petite angine, donc c'est pour cela que ma voix elle est un peu sèche. Donc voilà, j'essaie juste un moment. Hop, hop, et hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran ou pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, c'est bon. Donc, petit rappel, donc, ce qu'on a fait hier, c'est que on a énoncé quelques métriques d'unité technique économique. Donc, que le lifetime value, il devrait au moins être 3 fois plus grand que le Coca. Et l'objectif d'un business gagnant, que ce soit d'une startup ou d'une SMI, c'est d'augmenter le LTV et de faire descendre le Coca. On a étudié le cas de Pets.com, comment ils ont fait des levées de fonds pharaonesques à pratiquement 300 millions de dollars et qu'ils ont réalisé trop tard que leur LTV est inférieur au Coca. Et ce qui a fait qu'ils ont pratiquement craché. Et voilà, donc on va beaucoup discuter de cela, beaucoup vont voir un peu la partie de LTV qui sont des mathématiques, mais réellement c'est des petits mathématiques, c'est pas quelque chose de très méchant. Et comme on l'a vu en fait, c'est un calcul à partir de... on a essayé auparavant de comprendre le compounding process, tout ce qui est intérêt bancaire annuel avec des intérêts qui se répètent sur des années et comment on les calcule. Et on a vu un peu comment ça marche. C'est que réellement, si je veux calculer l'intérêt, c'est que je prends tout simplement la valeur initiale du deposit que je vais mettre. Et puis sur le nombre d'années, je vais le mettre en factoriel. Ce qui fait que les 10% d'intérêt, ils vont être pratiquement 1 plus les 10%, ça fait 1,1 à la puissance 3 sur les 3 années. Et donc, j'aurai la première année mon initial qui est le 100 dollars. La seconde année, c'est la première année. Donc, c'est l'année 1. Donc, à la puissance 1, 1,1 à la puissance 1, ça fait 11. Donc, ça fait 100 dollars fois 1,1, ce qui fait 110 dollars, etc., etc., ainsi de suite. Il y a des calculs encore plus simples par rapport à ça. C'est si je voudrais en fait avoir le double, ça c'est mon but, c'est avoir le double de mes 100 dollars avec un 110% intérêt. Et ben réellement, il y a quelques calculs mathématiques, que ce soit avec le logarithme, etc., etc., mais on peut fonctionner avec la formule 72. Et la formule 72 qui nous dit de directement soit diviser les 72 par le taux d'intérêt qu'on veut, ce qui fait 7,2, et ben, on va doubler notre mise en pratiquement, je dirais en pratiquement 7,2 années. La même chose, si l'on voit si le taux d'intérêt il change, et ben, on va faire 72 par 7, c'est pratiquement 10 années qu'on va avoir. Donc on a un peu compris le fonctionnement de comment ça se passe. On a un peu compris aussi le nombre magique E lorsque pratiquement les durées, ils ne font pas annuellement de l'intérêt, mais ils vont mensuellement, voire journalier, et qu'on aura plus de gains
avec des intérêts journaliers que des intérêts annuels. Et c'est ce qui se passe généralement dans le compounding, continuous compounding, qui est utilisé généralement par les banques. Puis nous avons vu le process qui est à l'inverse, qui est le discounting process. Pourquoi on voit le discounting process? Le discounting process va nous aider à connaître le present value par rapport à la future value. Donc ici, le compounding value, on a calculé le future value. Et le discounting process, on va, à partir d'un investissement X, le present value, celle d'avant, elle était de combien? Donc, si on voit bien, pratiquement le compound annuel ici, il va être de 105 dollars. Alors que pour le discounted, eh ben, nous avons 11 dollars et nous voulons savoir combien ça va mettre en discounted rate. Et c'est ce qui va nous donner le present value et le future value. Ça, c'est très, 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 très important dans le discounting et nous allons le voir après dans la partie investissement et capital raise. Pourquoi? Parce que si vous voyez bien le IRR qui est ici, le pourcentage d'interest rate qui est ici pour le discount rate, eh ben, c'est un facteur que vous allez, c'est un facteur et c'est un jargon que l'on va beaucoup utiliser lors de l'investissement auprès d'un investisseur, que ce soit business angel ou bien que ce soit un capital ici. Et ceci, en fait, ce qui change, vous pouvez voir le present value, vous pouvez voir le future value, vous pouvez le voir en tant que valeur par rapport à votre produit, mais votre produit, il peut être votre startup et l'évaluation de votre startup. Et donc, le present value, c'est le pre-money, et le future value, c'est le post-money. Et donc, à un certain moment, il faut savoir qu'est-ce que l'investisseur il va gagner en ce sens. Bref, on y reviendra d'ici peu. Et le present value, c'est l'un des plus, comme on a discuté, c'est un concept qui est le plus utilisé dans la finance, c'est un fondamental. Puis on a pris plusieurs options, plusieurs tactiques, on a essayé avec les exercices, que ce soit, et à chaque fois, en fait, que le taux d'intérêt dans le discounting process, que le taux d'intérêt diminue à chaque fois que le present value augmente et vice-versa. Si vous voulez augmenter le present value, il faut augmenter aussi le taux d'intérêt. Donc, le present value, ce qu'on a discuté, c'est le résultat du discounting de la valeur future. Et donc là, ce R-là qu'on voit ici, c'est le R qui est le plus important. Généralement, on l'appelle IRR, qui est le discount rate, mais aussi l'interest rate, l'interest return rate, en d'autres termes, le IRR, interest return rate. On l'appelle discount rate, mais aussi rate of return, le IRR. Et on en discutera après dans la partie investisseur. On a pris quelques autres assumptions pour calculer le net present value et la somme de ces net present value, etc., etc. Et comment on peut se payer d'investissement ou pas. Et puis, nous avons essayé de calculer après le lifetime value. Qu'on a discuté, qu'il dépend de beaucoup de trucs, des canaux de revenus, de la marge pour chaque produit,
du retention rate, de la durée du produit, etc., etc. Donc, il y a plusieurs facteurs pour calculer le LTV. Et puis, nous avons pris l'exemple du widget qu'on a décortiqué, qu'on a pratiquement décortiqué pour calculer le LTV du widget. Et donc, c'était pratiquement, on a détaillé tout cela en un tableau pour voir comment ça génère pour chaque chose. Et puis, par rapport au revenu de Channel 2, qui est la maintenance, et puis on a calculé le lifetime value of an acquired customer. Si on a un client, si on obtient un client, le client, il peut nous rapporter 9 485 dollars de profit. Pour rappel, le lifetime value is about profit, it's not about revenues. Là, nous parlons de profit, nous ne parlons pas de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'était un peu ça, tous les calculs. Et puis, on a fait le coca. Donc, chacun le voit dans son sens. Il y a des personnes qui le voient assez bien, mais personne ne sait réellement le calculer. Il faut pratiquement, pour le coca, il faut vraiment mettre tous les détails, ceux qu'on a discutés hier. Et bien sûr, comment évolue le coca au cours du temps. Bah, ça change, mais là, c'est quelque chose qui est assez logique. C'est normal qu'au départ, on a quelques petits clients, donc le coca, il est assez énorme. Il dépasse beaucoup le lifetime value du produit. Mais par contre, à partir de la troisième, quatrième, cinquième année, nous devrons avoir un coca qui est énormément, je dirais trois fois moins supérieur que le LTV. Et puis, on a calculé le COCA, qui est le Total Marketing and Sales Expenses over time, moins l'Install Base Support Expense over time. Ça, tout ce qui est Install Base, c'est tout ce qui est les coûts pour avoir le support, donc, et retenir les clients, que ce soit les coûts des techniques commerciaux, que ce soit du support technique, etc., etc., etc. Et puis, on va diviser tout ça par le nombre des clients sur toute la partie du temps. Donc, supposons que on a essayé, par exemple, de faire des exercices. Donc, pourquoi supposer on a fait l'exercice du gaz de schiste de la société Associated Gas Energy. Et on a calculé pratiquement tous ces trucs. Et puis, on a trouvé la partie Coca Calculation par rapport au total. Et bien, si vous voyez bien, chaque année, on a le nombre de clients qui est en train d'augmenter de 1. L'année 2, c'est 3. L'année 3, c'est 7. Et que tout ce qui est Coca, même s'il est en train d'augmenter, les coûts en général, sont en train d'augmenter, mais lorsqu'on les divise par le nombre de clients, et ben le Coca, il tombe en termes de chiffres. Et ça devient plus logique. Et là, c'est un chart pour voir un peu comment ça évolue. Et puis, nous avons discuté, bien sûr, de comment encore le peaufiner, comment le rendre plus attractif, etc., etc. Nous avons bien sûr relevé le point des Net Promoter Score, donc les influenceurs, etc. Et puis, nous avons parlé de quelques recommandations. Bref, ça, c'était un peu un petit rappel par rapport à hier, mais aujourd'hui, nous allons discuter de l'investissement
Et plutôt, si vous voulez scaler dans un autre pays, comme la France ou autre, eh ben, comment fonctionnent les investisseurs et qui voir et comment avoir un investissement. Ce document, il a été travaillé avec plusieurs structures en France. Nous allons discuter d'autres. Là, on a pratiquement deux exemples, un pour la France et un pour la Belgique. Donc, il y a eu Avolta Partners, il y a eu Clipperton, Cap Partners, Pied Éléphant, et tous ça, ce sont des venture capitalistes. Nous avons eu aussi quelques partenaires, 50 Partners, La Petite Étoile, la FEDIES, le Camping, aussi Paris Incubateur, Startup 42, donc de l'école 42. Voilà. Donc, l'une des premières questions que l'on doit se poser avant de chercher de comment être investi et tout, etc. Et qu'est-ce qui investit et comment ils investissent. La première question, c'est de savoir est-ce que vous avez besoin d'un investisseur réellement. Et là, je vous donne 10 minutes pour y penser. Et puis, nous allons travailler ce document-là. Avec quel IRR qu'on a discuté sur le NPV, sur le Net Present Value, sur le NPV, etc. etc. Donc, il faut un peu, êtes-vous sexy pour cet investisseur? C'est là la grande question. Et on a essayé pour créer un peu les prochains champions en France, pourquoi pas italiens aussi. Et puis, ce qu'on va discuter maintenant, c'est surtout comment le fundraising fonctionne. Quels sont les BABA? Quel est le point de vue d'un VC? Quel est le point de vue d'un business angel? Quel est le point de vue d'un incubateur, accélérateur, etc., etc., etc. Donc là, je sais bien que vous êtes sur celui qui est au mode MVP, Minimum Viable Product, qui n'est pas prototype, mais on va réellement discuter de tout. Donc, les startups, on le sait bien, et vous savez qu'ils ne peuvent pas prendre des crédits des banques, etc. Et ils ne peuvent donner que de l'equity, qui est des parts sociales de leur entreprise et du future value. Donc, réellement, le present value, il est pratiquement nul, mais le future value, il va être un future assez conséquent, présumons. Inch'Allah, comme on le dit en tunisien. Donc, réellement, les banques, ils ne peuvent pas. Et leurs mécanismes, leurs rules, leur fonctionnement, leur état d'esprit ne peuvent pas réellement vous donner de l'argent sans pour autant avoir des garanties, sans pour autant avoir des projections réelles sur le short term, le mid term et le long term, avec pourquoi pas des essais sur le short term. Donc réellement, il faut les effacer et ils ne peuvent pas être vos financiers, ni en mode, je dirais, ni en mode prototypage, ideation, et ni en mode scale-up. Les banques ne peuvent pas être vos options en ce sens. Donc on va en faire un focus sur l'equity et sur tout ce qui est capital risque, tout ce qui est incertain, et comment réellement, et quels sont les mécanismes des investisseurs pour amoindrir leur risque au maximum. Donc, c'est ce que le capital risque existe depuis pratiquement
plus que la Seconde Guerre mondiale. Il y a des modes de fonctionnement, que ce soit pour les entreprises classiques et aujourd'hui, depuis le boom des startups, et ben, il y a eu de nouvelles solutions pour le capital risque. Et donc, nous allons essayer d'étudier pour voir leur point de vue. Ce point de vue est-il adapté au nôtre et comment nous pouvons être sexy pour eux. Mais avant tout, si on voit un peu, donc long-term financing, l'equity, c'est égal au long-term financing needs in an uncertain corporate investment. Vous voyez un peu? C'est trop beau comme mot. Et vous, la start-up qui est jusqu'à maintenant en mode idée ou bien en mode prototype ou bien en mode MVP, eh ben c'est vous le corporate. C'est vous le corporate. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous parlons de long term. Donc, ma vision, si j'ai de l'equity avec toi, c'est que long term, tu deviens corporate. Et lorsqu'on dit corporate, on dit c'est que tu deviens une entreprise et non plus une start-up. Rappelle, quelle est la différence entre une start-up et une entreprise? Une start-up, elle n'a pas encore validé son business model. Son business model, il peut être en train de tourner, mais sans pour autant qu'il arrive au break-even ou bien qu'il génère des profits. Une start-up, elle n'a pas encore un LTV, plutôt un LTV supérieur à 3 fois de son coca. Vous voyez? C'est ça la différence entre une start-up et une corporate. Une corporate, c'est une entreprise qui a validé son business model et que le fonctionnement est devenu un fonctionnement itératif classique. Aujourd'hui, si on voit par exemple Facebook qui était une start-up en 2004, à partir de l'année 2011 ou 2012, lorsqu'elle a validé son business model, elle n'est plus une start-up, elle est devenue. Ça, c'est la différence entre les deux. Voyons un peu les types d'investissements qu'ils peuvent investir. Il y a le pre-seed, on parle de pre-seed lorsque c'est inférieur à 100 000 euros. Là, je mets inférieur à 100K. Pourquoi? Parce que ça dépend des pays. Par exemple, si on va à la Tunisie, c'est le pre-seed, il n'est pas inférieur à 100 000 euros, il est inférieur à 100 000 dinars. Donc, on a directement qui est de 3,4. Et on a tout simplement changé euro en TND. Chaque marché SMR, chaque marché, soit tu as du saving, de côté un peu d'argent, ou bien du love money, tout ce qui est family, friends and the fools. Donc, c'est des amis qui vont t'aider et te mettre de l'argent avec, et qui vont en contrepartie entrer en capital avec toi. Ou bien, c'est des grants. Généralement, lorsqu'on parle de grants, c'est des compétitions, c'est des pitch competition, aussi, il y a pratiquement plusieurs associations qui créent des grants aussi pour les startups, etc., etc. Donc, il faut qui est autre pour moi. Je ne le regarde pas. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps, ça donne beaucoup de l'ampleur et de visibilité. C'est très risqué. Je vois que c'est très risqué. Je connais des startups qui, depuis 2014, ils fonctionnent. Sans créer, ils fonctionnent. Ils ont levé des fonds et que jusqu'à maintenant, ils essayent de bouffer des grants au lieu de valider leur business model. C'est pour ça que c'est une arme réellement à double tranchant.
il y a le site. Le site, c'est capitaliste. Sauf que ils ont la partie smart money intégrée. En fait, la différence entre un venture capitalist et le angel funds, c'est que le venture capitalist, il ne vous conseillera qu'au côté finance, qu'au côté avoir de nouveaux financiers, avoir de nouveaux investisseurs, etc., etc. Alors que le angel fund et les business angels, ils vont vous conseiller marché, ils vont vous ouvrir des marchés, ils vont vous ramener d'autres investisseurs, ils vont vous aider dans le développement de votre produit, dans le scale-up de votre produit, etc., etc. Et aussi, il y a les wealth managers, c'est généralement les compagnies d'assurance et autres FCCPR, etc., etc. C'est des fonds qui sont dédiés par rapport, des fonds d'État qui sont dédiés par rapport à ça. Il y a les séries A et les séries B qui vont entre 500 jusqu'à 5 millions d'euros. Pratiquement les mêmes investisseurs, sauf qu'on rajoute un nouveau cas qui est le corporate funds. Donc là, les business angels en séries A et séries B, ils n'investissent pas. Ils entrent en tant que groupe, donc en mode angel fund. Donc il y a 2, 3, 4 investisseurs en mode business angel qui vont investir ensemble en vous. Mais réellement, un seul, c'est rare. C'est rare, en tous les cas en Europe, mais aux États-Unis, c'est pas rare. Donc, ils le font. J'en ai déjà vu, et d'ailleurs, même en Shark Tank, on peut le voir. Tout ce qui est série C et plus, donc c'est des venture capitalists, c'est des growth funds, c'est la partie qui est. En fait, la partie la plus risquée, Z, jusqu'à ce que on arrive à la médaille ou l'IPO. Donc, merge and alliances, s'il y a un grand groupe qui veut te prendre ou bien qui veut merger avec toi, créer une alliance ou bien qui veut te bouffer carrément, qui veut tout simplement te racheter, ou bien s'il y a si vous allez entrer directement dans les valeurs boursières comme en France CAC 40, ou bien Nasdaq, ou bien, etc., etc. Là, c'est le vrai exit qui est l'M&A ou bien l'IPO. En fait, si vous levez des fonds dans la tech, c'est que vous serez bientôt, vous aussi, avec un venture capitalist. Et le venture capitalist, c'est un point crucial. Le VC, c'est un point crucial dans le startup team. Vous allez fonctionner avec le venture capitalist. Et si vous allez fonctionner avec eux, est-ce que vous les connaissez ou pas? Là, c'est une question. Et je vous donne 10 minutes pour y penser. Avez-vous déjà fonctionné, travaillé avec un venture capitalist, que ce soit en votre pays? Avez-vous déjà eu un investisseur en mode VC et non pas accélérateur et fonds? Donc, que pensez-vous? Les connaîtrez-vous? Connaîtrez-vous vraiment vous aussi? On va en discuter. Donc, en fait, derrière chaque venture capitalist, il y a au moins un limited partner. Au moins. Et c'est quoi le limited partner? C'est généralement les M&A
et les IPO. C'est pour cela que les VC sont intéressants. Donc, pour rappel, c'est qu'il est M&A, Merge and Alliances. IPO, c'est tout ce qui est Nasdaq ou bien tout ce qui est valeur boursière. Donc, même les VC eux-mêmes, ils font des levées de fonds. Et ils font des levées de fonds pour rester profitables. Et lorsqu'ils font des levées de fonds, ils font des levées de fonds auprès des limited partners, qui sont de gros portefeuilles. Vous voyez un peu? Celui qui a de l'argent, il doit déposer son argent chez quelqu'un qui va lui investir. Il a le savoir sur chaque phase où investir pour minimiser son risque et augmenter sa profitabilité. Et quand une start-up, et quand un VC plutôt, il vous finance dans votre start-up, il est aussi en train de risquer son propre argent. Pourquoi? Parce que la loi, elle oblige que dans un fonds, le VC lui-même, il possède au moins entre 1 jusqu'à 3% du total du fonds. Donc lui-même, il doit être un injecteur dans ce fonds. Donc si on voit bien le chart ici, on a le Limited Partners ou les Limited Partners qui sont les injecteurs dans les venture capitalistes. Les venture capitalistes, ils injectent dans la start-up. Les start-up, elles sont acquises par les acquéreurs. Les acquéreurs, c'est les limited partners et M&A. Les acquéreurs eux-mêmes, c'est eux qui sont en train d'injecter dans le capital, etc., etc. Et la roue tourne. Bien sûr, là, dans ce cas-là, l'acquéreur, ce n'est pas lui-même le LP. Même si ce sont tous les deux des LP. Mais ça peut changer. Ici, on peut avoir une entreprise qui s'appelle XLP. Et ici, on peut avoir un acquéreur qui s'appelle YLP. Et quand vous êtes en train de lever de fonds, vous ajoutez généralement deux contraintes. Deux contraintes et non pas une seule. La première, c'est que vous êtes en train de vendre les valeurs de votre entreprise avec 5 à 8 années de pricing plus grand par rapport à la dernière évaluation. Et aussi, les finances, c'est pas vraiment quelque chose qui est prédictible. Ça change, ça flow. Alors, comment le VC gagne de l'argent? Vous me direz qu'il va vendre vous me direz que la réponse simple, il va vendre mes actions dans les 8 prochaines années. Oui, c'est possible. C'est un business model, mais il y en a beaucoup d'autres. L'objectif, en fait, d'une startup est de scaler et de devenir scalable, d'agrandir son business, sa valeur, le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'on dit start up. Start and up. Et ben c'est rapidement, elle va en up, du start jusqu'à up. Et bien sûr, on veut faire les ROI le mieux possible dans l'exit. Donc, tous les profits qui ont été, ils vont être réinvestis que gagnés en mode dividende. Et les shareholders, ceux qui sont vos actionnaires, ne seront payés que si et seulement si on va vendre l'entreprise. Deux questions. Qui va vous expliquer encore plus le venture capitalist. Qu'est-ce qui devrait être le minimum retour par startup? Beaucoup me diront qu'elle doit faire 1,5 fois.
Et ceci, il suppose de dire que pour un investissement de 2 millions d'euros, je prévois de gagner 3 millions d'euros. Si on voit un peu ce qu'on a étudié hier et ce qu'on a aussi représenté rapidement aujourd'hui, il faudra avoir le present value, net present value, future value, etc., etc. Pas vrai? Pour savoir si ceci est positif ou non. Si on peut appliquer la loi 72. Eh ben non, réellement, on doit faire fois 2,25. Et vous voulez savoir pourquoi? Au moins le double. Au moins, au moins le double. Et si vous vous rappelez bien, eh ben, lors de notre dernier workshop, on a parlé du Magical E, donc le chiffre magique qui est 2,7. Le but, c'est de faire du 2,7. Le but, c'est de faire ce Magical E, de 2,7. Mais ça doit osciller entre 2 et 2,7. Et donc, 2,25, ce serait assez logique. On pourra en discuter après dans tout ce qui est technique et annexe, hein. On pourra le faire sortir, ce chiffre. Et la deuxième question, c'est quoi les facteurs clés pour un bon exit? Est-ce que c'est devenir le membre de Digital France, ou bien membre de Digital Italy, ou bien membre de Smart Tunisia en Tunisie? Eh ben non, c'est pas ça. Tout simplement, les key factors pour un bon exit sont le growth, et c'est en quoi doit focuser l'entrepreneur, la visibilité, parce que pratiquement tout le monde, lorsqu'ils vont voir qu'il y a un exit, tu vas être entendu par les key players, que ce soit les investisseurs locaux, internationaux. Les journaux vont parler de toi, les magazines tech vont parler de toi par rapport à cet exit, etc., etc. Et tu vas avoir une visibilité auprès des key players, et que eux, ils vont venir vous aider à scaler, donc en mode business angel ou bien en mode angel fund, si vous voulez scaler sur une autre région. Donc, tout ce qui est barrière to entry, ça s'efface, parce que vous pourrez faire votre propre intellectual property sur le marché de scale-up. Vous pourrez facilement avoir mieux de distributeurs. Pourquoi? Parce que vous êtes reconnu, vous avez de l'argent, vous avez fait votre exit. Plus tu pourras mieux négocier les partnerships, et plus avoir de technologie. Ce qui est sûr, c'est que vous allez mieux avoir plus de profitabilité. Pourquoi? Parce qu'avec un exit, vous allez avoir de meilleures finances. Et bien sûr, que ce soit en mode IPO, si vous allez en bourse, ou bien MBO, ou bien LBO. Et bien sûr, vous allez avoir, comme on a discuté lors des 2 premières séances, votre team qui va s'agrandir. Les gens vont vouloir venir chez vous. Vous n'aurez plus à vous n'aurez plus à demander à ce que les gens viennent dans la startup. Là, vous avez fait votre exit, et donc vous êtes une corporate. Et les gens vont voir en vous une carrière. Et ils vont bien sûr essayer de faire agrandir votre business. Et quelle est la différence entre FCPI et FCPR? Ça, c'est les fonds de l'État. Et pour tout ce qui est FCPI, c'est tout ce qui est Retail Investment Fund, c'est par rapport à tout ce qui est les produits commerciaux. Et les FCPR, c'est tout ce qui est les fonds d'investissement institutionnels de l'État. Donc, chacune, et dans chaque pays, il y a ce genre de, euh, de fonds. Et donc, il faut les checker.
Voilà, donc on fait une petite pause maintenant et on va débuter. Qu'est-ce qu'un venture capitaliste attend d'une startup? Donc on reprend dans 10 minutes. Et donc nous reprenons. Qu'est-ce qu'il attend de vous, d'une startup, un venture capitaliste? La meilleure chose, c'est un marché énorme, selon Stéphanie Delestre de Kappa, venture capitalist, avec des entreprises énormes, sans pour autant que rien de disruptif n'est apparu pendant les 5 années. Tous les capitals risques, ils regardent la même chose. Mais ils ne le voient pas de la même manière. Le critère investissement pour un VC, c'est votre équipe, l'opportunité qui se propose et le business model. Donc, en mode plus. Si l'un, il manque, eh ben, vous aurez pratiquement 33% de chances que ça ne marche pas. Et comme on a dit, pourquoi team? Parce que la team, c'est elle qui va faire scaler la startup. La team, en premier lieu, l'équipe, et c'est vraiment c'est l'un des, pratiquement pour moi, les trois sont critères qui sont extrêmement, extrêmement importants. La team, en fait, ça va amoindrir le plus le risque d'exécution. Lorsqu'on a une bonne team, eh ben, ça amoindrit beaucoup le risque d'exécution. Il faut avoir au moins 2, 3 founders. Chacun, il a ses propres skills. On ne part pas sur 2, 3 founders qui sont techniques. Généralement, il faut prendre quelques-uns un dans le marketing, l'autre dans tout ce qui est commercial ou business dev, et l'autre qui est dans le technique. Ils doivent avoir de l'expérience, et on dit bien de l'expérience dans ce qu'ils font. Ce n'est pas des newbies, juste avec de l'idée, de l'expérience. Ils sont open et ouverts à tout ce qui est learning. Ils ont des connexions avec les industriels ou bien ils ont une communauté qui est déjà existante, etc., etc. Bien sûr, il y aura un super bonus dans cette team si un VC ou un business angel ou un entrepreneur vous recommande. Ça, c'est énorme. Il y a autre bonus si vous-même vous avez été entrepreneur successful donc de cette team. Il y a un autre bonus si un business angel fait partie de l'équipe. Ça, c'est encore plus un bonus. Voilà, le méga bonus, bah, si vous avez déjà vendu une entreprise auparavant. Et le ultra bonus, c'est que vous avez déjà vendu une entreprise avec un multiple de 2,25. Ça, alors là, c'est le ultra bonus. 2, c'est l'opportunité. Donc, c'est la vision, les promesses, les hypothèses, tout ce qu'on a calculé l'autre fois lors des 6 derniers jours, la LTV, le net profit, le coca, etc., etc., le budget market, où on va, quel marché, les scale-up, etc., etc. Bien sûr, faut jamais oublier la partie vision, valeur. C'est très important. Et bien sûr, on va discuter là de tout ce qui est problem solution, du timing, de l'opportunité, que c'est le bon time to market, du product market fit, du market size qu'on a discuté, des competitors et bien sûr un joker si un exit est dans les spots. Donc, s'il y a un exit par rapport à ça et dans le spot. Donc,
s'il y a big players ou bien des recent mergers and alliances par rapport à cette opportunité-là qu'ils sont en train de parler. Et comme aujourd'hui on parle de l'AI, donc comme on parlait dernièrement, tout ce qui est blockchain, etc., etc., c'est un peu les hypes. À un certain moment, chaque année, chaque 2 années, tu as des hypes technologiques. Là où, là où il y a beaucoup d'exits, comme le metaverse, etc., etc. Donc, c'est des jokers. Et c'est bien de les nommer. Pourquoi? Parce que ça donne confiance aux venture capitalistes. Car tu surfes sur une vague gagnante. Bien sûr, le plus important pour moi, c'est le business model. Smart and wise business model. Donc là, vous devez leur montrer que vous avez fait votre job, que vous êtes créatif, que vous avez fait vos études, que vous avez connu les clients, les personas, les DMU, etc., etc. Tout ce qu'on a fait pratiquement lors des dernières séances, tout ce qu'on a fait, eh ben, c'est ce qui va déterminer votre vrai business model et le nombre de clientèle. C'est ce qui va démontrer la value proposition, les clients, le competitive advantage, distribution. Et bien sûr, ce sera un joker si vous avez une traction. Si vous êtes en cours de vente et les clients ils sont en train de grandir, de grandir, de grandir, et ben ça, c'est un joker en soi. Bien sûr, c'est risqué parce que, comme on l'a vu lors de la LTV, Coca, et ben votre cost of acquisition, of customer acquisition va être grandiose et ils vont vous poser la question par rapport à ces coûts-là. Bah, si on parle aussi venture capitaliste qui va investir en vous, et bah, la première des choses, c'est que vous voulez un certain amount, un certain montant d'argent contre un certain pourcentage d'equity, de capital de votre entreprise. Ce qui est logique. Supposons que vous êtes en train de chercher à lever, je dis n'importe quoi, à lever 200 000 euros en contrepartie à de 10% de votre entreprise. Ce qui veut dire que vous êtes en train d'évaluer votre entreprise à 2 millions d'euros. Que vous êtes en train d'évaluer l'opportunité d'être avec vous dans cette start-up à 2 millions d'euros. Et bien sûr, cette évaluation et tout ce qui est valuation, il faut le prouver. Les basiques de l'évaluation, il y a le pré-money, le pré-investissement, la valeur de l'entreprise avec son goodwill, plus les fonds que vous allez raiser, que vous allez gagner. On a le post-money avec les stock options et on a le post-money fully diluted, totalement dilué. Et là, il y a des différences. Donc là, on a une petite illustration qui va vous expliquer un peu, idéalement, les pré-money. Pour une valorisation à 10 millions d'euros, donc le pré-money, c'est 10 millions d'euros. Ce que vous cherchez, c'est faire un fundraise de 5 millions d'euros. Donc le post-money, il va être à 15 millions d'euros. Vous voyez? En fait, vous êtes en train de vous évaluer à 10 millions d'euros. Et vous voulez faire un fundraise de 15 millions d'euros, de 5 millions d'euros. Donc là, en post-money,
lorsqu'il va vous donner il va vous donner l'argent, eh ben, vous serez évalué totalement à 15 millions d'euros. Les 10 qui sont du pré-money, plus les 5 millions d'euros qui sont du post-money. Et puis les 10% des stock options, eh ben, c'est les post-money fully diluted. Eh bien, c'est généralement 1%. Donc, on en discutera après. Mais ça va vous donner une évaluation à 16,67 millions d'euros. Si on prend une capitalisation qui est à pratiquement les anciens associés, les associés historiques, ils sont à 100%. Et ben en poste, ils sont à 66%. Et en poste fully diluted, ils vont être à 60%. Les nouveaux, bah, ils vont gagner 33%. Pour la même cas, là, on est en train de parler de 10 à 15 millions d'euros, des 5 millions d'euros qui ont été levés. Et bah, les nouveaux, en poste, ils vont avoir 33%, mais en poste totalement dilué, ils vont avoir 30%. Et les stock options sont à 10%. Par rapport aux stock options, c'est comme si, en fait, vous avez moins le pourcentage des stock options. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous mettez 10% des stock options, en fait, ce que vous allez calculer, c'est ou bien rajouter aux 15 millions d'euros, c'est 90% de la valeur. Donc, c'est 0,9. Vous voyez? Donc, pratiquement, les stock options qui vont être dilués vont donner une valorisation en post-dilution. Post-total dilution, c'est un post-monnaie par 1 moins le pourcentage des stock options. Et ce qui va faire la valorisation du post-FD. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est les 15 millions d'euros sur 90%. Et on fait ce petit calcul. Bah, 15 par 90%, ça fait 16,67. Vous voyez? Et si vous voulez encore plus de leçons par rapport à ça, eh ben, vous pouvez voir sur Khan Academy, tout est gratuit. Donc, par rapport à tout ce qui est evaluation. Et par là, il faut savoir que tous les stocks ne sont pas équivalents. Il y a des stocks préférés, il y a des droits associés, etc., etc. Et là, on doit un peu en discuter d'ici peu. On prend 10 minutes de pause et on continue. Donc, on reprend. Donc, on s'était arrêté à tout ce qui est la valeur des stocks et pourquoi elles ne sont pas équivalentes. Donc, en fait, il y a plusieurs droits. Il y a les droits, comme on dit, les stocks, les stocks qui sont préférés, les actions préférées, et les droits qui sont associés à ces actions. Donc, il y a les droits en premier lieu, en grand 1. Il y a vraiment les droits de la protection du capital. Donc là, on peut mentionner par exemple le droit de présomption qui nous dit que les droits, en fait, avant qu'un actionnaire veut vendre à autrui, moi, en tant qu'actionnaire, je suis en droit d'être le premier acheteur. Donc, tu n'as pas le droit à vendre avant de me proposer à moi, en tant qu'actionnaire, d'acheter. Donc, ça s'appelle First Option to Buy. C'est de voir ses actionnaires, et c'est un droit légitime des entreprises, c'est de vendre en premier lieu à ses actionnaires.
Le second, c'est le droit d'antidilution. Donc, généralement, les shareholders, ceux qui ont un pourcentage de capital, ils ne veulent pas qu'il soit, bien sûr, dilué. Donc, là, s'il a, par exemple, un mode seed, un pourcentage X, eh ben, il veut que même dans le mode CELIA, il a le même pourcentage, il garde le même pourcentage. Donc, même s'il y a une augmentation de capital qui va se faire, généralement ça se fait avec augmentation de capital, vu que vous allez faire des levées de fonds un peu faramineuses. Donc, il va réinjecter encore plus de l'argent dans cette levée de fonds que tu vas faire. Donc, supposons que tu es à la recherche comme le cas qu'on a dit, de 10 millions, tu es évalué à 10 millions d'euros et que tu es à la recherche de 5 millions d'euros, et que lui, il a pratiquement 20% de ton entreprise. Et donc, s'il veut garder ces 20% du pre-money, eh ben, en post-money, il devra être associé avec d'autres pour rester à ces 20%. Et bien sûr, comme nous l'avons compté, c'est qu'en post-money, ça va devenir 30%. Et donc, lui, généralement, eh ben, il y a 10% qui vont être créés en post-money après les 5 millions d'euros qui vont être créés. Et bien sûr, une partie de ces 5 millions d'euros, elle va être la partie de l'investisseur principal. Bon, si nous revenons un peu sur le droit de présomption, supposons qu'un investisseur il a 20% euh, d'une entreprise là où il a investi pratiquement 700 000 euros. Et ils anticipent un besoin de 10 millions d'euros, de financement de 10 millions d'euros dans le futur. Donc, en fait, il devra allouer 2 millions d'euros ou plus pour maintenir ces 20% dans l'entreprise. Second lieu, il y a tout ce qui est les droits politiques. Et politiques, on dit bien des politiques dans tout ce qui est entreprise. Donc, le board, tout ce qui est administrateur, les représentants, les droits de vote, tout ce qui est les décisions stratégiques, tout ce qui est acquisition, budget, dividende, tout peut être voté. Euh, Même le salaire de l'entrepreneur, il peut être voté. Et bien sûr, lorsqu'on dit vote, on dit veto. Donc le veto, c'est autre, c'est le vote de non. Bah, il y a des personnes qui ont le droit, c'est comme un peu les 5 pays au monde qui ont le veto. Donc, nos mandés qui sont la France, les États-Unis, la Russie, France, États-Unis, tout pays qui a l'arme nucléaire, en fait. Donc, eh ben, ces pays-là qui ont le veto, lorsque un d'eux il dit non, eh ben, tout le monde, ils doivent se refuser de. Même si tout le monde dit oui, eh ben, tout le monde doit refuser et suivre celui qui a dit non. Donc, la même chose ici, il y a le droit de veto. Donc, vous pouvez le créer. Il y a les droits financiers. Donc, tout ce qui est préférence de liquidation, tout ce qui est correction du pricing, aussi correction des pricing des stocks, euh, si bien sûr il y a une dévaluation de la société. Et il y a les deux P's, les prediction process. Et c'est ce qu'on va discuter actuellement. Réellement, investir dans un VC, ce n'est pas une science exacte. Donc, généralement, lorsqu'on parle d'un VC, lorsqu'il investit, il ne voit pas en mode startup, il voit en mode portefeuille. Et lorsqu'il voit en tant que portefeuille, donc il se doit de diversifier ses investissements. Donc, il va généralement, par exemple, ici, nous avons un portefeuille de HP, donc Apple Computer. Nous avons un portefeuille de Apple. Nous avons un portefeuille de PayPal, un portefeuille de Stratacom, de Cisco,
etc., etc. eBay, FedEx, Google et Intel. Donc là, pratiquement, c'est un portefeuille d'investisseurs qui ont investi dans un VC. Donc les prédictions, en fait, pour que tu puisses avoir une chance euh, d'avoir un fonds auprès d'un venture capitaliste, en France, ils sont pratiquement rares, très rares. Pourquoi? Parce que le modèle de venture capitalisme, il est le plus, il est le plus rodé en fait entre le, je dirais, Londres surtout, même pas le UK, je dirais Londres et, les États-Unis. Les États-Unis, lorsqu'on dit États-Unis, on dit aussi avec l'Australie. Donc, c'est vraiment là où il y a plusieurs VC, il y a plusieurs investissements et ils acceptent les failures facilement. Malheureusement, en Europe, voire mieux, voire plus pire encore, c'est en Afrique et le reste du monde. Bien sûr, on ne parle pas de la Chine. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est à part. Car il y a beaucoup de government investment en ce sens, surtout avec tout ce qui est espionnage. Mais on parle du reste du monde, donc le reste du monde, c'est très difficile que d'avoir un investissement de VC. Et les chances sont entre 0,4 jusqu'à 1% des startups puissent avoir un fonds spécifique d'un VC. Par rapport à tout ce qui est le reste du monde, c'est 5%. Donc si on va un peu aux États-Unis, à Londres, etc., tu as 5% de chance d'être d'avoir un VC si tu es aux à Londres, aux USA ou bien aussi en Australie. Et pourquoi? Parce que les deal flows sont grands, sont tellement grands, grandioses. Donc le process, ça part d'un executive summary, d'un deal flow d'instructions, des analystes qui vont, euh, qui vont étudier l'opportunité. Et tu dois vraiment essayer de créer un meeting avec eux parce que ça va te donner une chance double, ça va te doubler ta chance de passer au process suivant. Donc, le deal flow instruction. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent mal comprendre ou bien penser comprendre votre écosystème et votre startup et votre business model, etc., alors qu'il est out, vraiment out. Et donc, vaut mieux être en meeting en ce sens. Puis, après le deal flow instruction, tu as 40% qui vont être out. 60% qui vont rester dans le process. Les 60%, ils vont passer pratiquement le Weekly Investment Committee. Donc, c'est pratiquement chaque semaine, il y a un comité d'investissement. Toute l'équipe, pratiquement, elle va être présente du VC pour voir qui ils vont investir. Et en ce sens, ils vont investir uniquement 10% des 60%. Vous voyez? Donc, 90%, ils vont être out. 90%, ils vont être out. Supposons que là, dans la partie Executive Summary, nous avons 1000. 400, ils vont être out, ils vont rester 600. Donc, ils passent le Weekly Investment Committee. 90% des 600, ils vont quitter. Et ils vont rester combien? 60. Bravo. Donc, des 1000 pratiquement en deux process deal flow à partir de l'analyste et puis de la full team. Nous sommes passés des 1000 à 60. Moins de 10%, 6%, pratiquement 6% vont passer le first meeting. Ils vont pouvoir montrer leur business plan et passer le first meeting avec l'analyste et le partenaire. Et les slideshows. Vous voyez? 6%. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est difficile. Et bien, lors de ce passage du first meeting,
85% de ces 6%, ils vont être out. Et lorsqu'on dit 85% de 60, ça va être pratiquement combien? 15. 15 personnes vont rester. Non, vers moi, c'est 9 pratiquement, 15%. 85% vont être out, pratiquement 51 personnes vont quitter et 9 personnes vont rester. Pardonnez-moi. 9 personnes. 9%. Donc vous voyez, un process, deux process, trois process. Au troisième process, nous sommes à pratiquement passer de 1000 personnes, de 1000 business, à pratiquement 9 business. Donc pour passer ces 9 process, on va avoir une chance de 9 pour 1000. 60% ici à 9 pour 1000 ici. Donc, en ce cas-là, ils vont passer par les instructions. En fait, ils vont être avec deux partenaires, voire un autre trois partenaires et un autre analyste. Ils vont essayer de faire le focus dans différents points. Ça va être réellement une due diligence, mais qui est amicale. Elle n'est pas vraiment méchante. Elle n'est pas vraiment méchante. Je dis bien, elle n'est pas vraiment méchante. Les chances réellement de raising dans ce cas-là. Donc 40%, ils vont être out des 9. Donc ils vont rester pratiquement 5. Une équipe de 5 business. Une autre due diligence. Il va y avoir pratiquement une négociation avec au moins un autre partenaire. Et normalement, pratiquement 10% des 5 ils vont quitter. Donc un va quitter. Donc ils vont rester 4 et ils vont uniquement investir dans les 4 au lieu de 5. Donc 4 pour 1000 en fin de compte vont être investis. 4 pour 1000. Donc les chances réellement de faire un raising, de faire une levée de fonds avec un VC sont les 100 fois 1 moins 40% fois 1 moins 90% fois 1 moins 85%, tout ce qu'on voit là en termes de chiffres, fois 1 moins 40% fois 1 moins 10%, ça est égal à 0,48%. Et c'est pratiquement 4,8 pour 1000. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. La relation, en fait, après le race, donc ce qu'ils vont vous demander, des reporting, les revenus chaque mois ou bien chaque trimestre, un plan d'action, un PNL qui est Profit and Loss qui est validé, avec tout ce qui est décision qui est en avec, et tout ce que vous devez leur demander. C'est un article comme ceci. The secret to making board meeting success. Ce que vous avez demandé, en fait, c'est d'avoir des meetings, de board meetings qui sont plus intéressants et plus productifs et qui vont vous aider dans votre entreprise. Bon, si vous voulez faire partie de l'équipe de Digital France, France Digital, eh ben, vous pouvez cliquer ici, tout simplement, ou bien vous envoyer un email. Et là, on part en seconde partie, et ben, on va discuter. Est-ce que tu devrais lever de fonds ou pas? Yes, this is just an option. Est-ce que tu penses que c'est une option? On va voir. Bah, que pensez-vous qu'ils ont en commun? 99 Designs, GoPro de Hero, GitHub, de Social Coding, AppSumo, Rovio, Dell. Et bien, ces entreprises, elles n'ont pas fait
de levée de fonds, elles ont uniquement bootstrappé. Et ben, tu peux faire plusieurs trucs en bootstrappant sans pour autant lever de fonds. Et ce qui va être en fait très bien. Pourquoi? Parce que à un certain moment, avoir de l'argent comme on l'a vu pour le cas de pets.com, avoir des levées de fonds qui sont énormes peut être très maléfique pour la startup. Pourquoi? Parce que, un, il se peut que la team, elle ne fasse pas attention à l'argent qui va être distribué sur tout ce qui est marketing, sales, etc. Donc, il se peut aussi que l'entrepreneur, il devient trop dilué, donc il n'est plus intéressé. Et donc, à un certain moment, lorsque tu challenges la startup en mode stress, en mode bootstrap, c'est que, et à partir de, et à partir de, et à partir de ces sales qu'elle puisse grandir, et ben, c'est comme s'il y a un antibiotique. Et pour moi, personnellement, c'est ce que je conseille. La meilleure levée de fonds, c'est vos ventes, c'est vos sales. Donc, si on prend un peu le cas de GitHub, donc ça a été fondé en 2008, 3 co-founders. Un d'entre eux, il est resté travailler en full-time durant les premiers jours, et puis les autres étaient en train de freelancer en parallèle. Absumo, par exemple, aussi, c'est trois cofondateurs. Donc, ils ont buildé un MVP avec $60, juste un open source plus un outsource. Ils ont essayé, fait le premier test sur Reddit. Ils ont eu pratiquement 200 deals, 200 ventes en pro accounts et aussi à Mgour.com avec 50% de discount. Puis ils ont buildé le site web et vendu pratiquement 500 bundles productifs sur Lifehackers. Et à partir de là, ils ont généré des POC et plus du cash flow. Et oui, c'est possible. Alors, quand est-ce que tu devrais lever des fonds? Ça pourrait en fait vous gêner, mais c'est sensiblement esthétique. C'est réellement vous êtes ici, donc dans ce labyrinthe-là, et vous ne savez pas quand est-ce que vous devrez lever de fonds. Alors, en fait, c'est simple. Si c'est un process, eh ben, si vous voulez grandir vite et disrupter le marché, alors vous devez lever des fonds. Sinon, ne pas le faire. Si vous avez un upfront investment qui est énorme pour tester le marché. Donc, si par exemple, c'est comme le cas de Tesla, vous devez faire des usines énormes de batteries. Ben, c'est un upfront investment qui est assez huge. Donc, oui, vous devez faire une levée de fonds. Sinon, bah, vous devrez essayer d'agrandir votre business avec les revenus que vous allez faire. Et bien sûr, sans pour autant burning too much cash. Si vous êtes en train de faire du burning cash, donc, si vous dites oui, eh ben, ne faites pas une levée de fonds. Vous devrez. Est-ce que aussi, vous êtes en train de charger des gens à être vos clients? Si oui, eh ben, allez-y. Faites encore plus. Mais c'est avec comme ça, en créant plus de deals, que vous allez avoir plus d'argent en mode raise. Sinon,
Est-ce que tu veux avoir toujours le contrôle de ton entreprise? Si oui, tu es vraiment en cas de trouble. Pourquoi? Parce que c'est, moi, personnellement, je dis, vaut mieux avoir 10% d'une entreprise qui vaut 100 millions, 1 billion de dollars, qu'avoir 60 ou 70% d'une entreprise qui vaut 10 000 dollars. Bah, si vous n'êtes pas, si vous pensez comme moi, alors, est-ce que votre marché est petit? Si oui, bah, vous devez tout simplement essayer de voir un autre marché pour générer plus de revenus, sinon vous êtes mort. Bah, sinon, allez-y, faites vos levées de fonds. Qu'est-ce que vous devrez toujours mettre en tête? C'est ne pas faire de levée de fonds. Ce n'est pas un failing, ce n'est pas it's not a failure. Et aussi, faire de levée de fonds, ce n'est pas un succès. Là, de nos jours, on voit beaucoup de gens qui sont en train de célébrer le succès de levée de fonds. Eh bien, les levées de fonds n'ont jamais été des succès. Le succès, c'est lorsque vous utilisez à bien ces fonds levés pour générer plus d'argent. Et bien sûr, je sais que GitHub, il a fait des levées de fonds, aussi 99 Designs, mais quand ils l'ont fait, et par rapport à tout ce qui est raising fund, c'est pas une seule décision, bah, c'est pas radical. Ça dépend. Ça dépend de l'état, du marché. Bah, par exemple, moi, si aujourd'hui si vous, en Italie, vous voulez scaler en Tunisie, eh ben, je ne pense pas que vous avez besoin de levée de fonds pour scaler en Tunisie. Parce que le coût de vie il est extrêmement moins cher. Nous, par exemple, les Tunisiens, si on veut scaler en Europe, eh ben, nous aurons besoin de fonds pour cela. Et en pratique, qu'est-ce que le bootstrapping veut dire? Et en pratique, eh ben, lorsqu'on dit bootstrapping, c'est lower velocity. Et lorsqu'on dit lower velocity, une vélocité qui n'est pas énorme, la vélocité en physique, c'est pratiquement la vitesse à laquelle tu as besoin pour pouvoir te dégager de la gravité. Donc, tout le monde en connaît que la gravité G, elle est à 9,8 G. Et donc là, c'est la vélocité, c'est la vitesse à laquelle tu dois foncer en mode fusée pour, euh, pour pouvoir sortir de la gravité. Et pour le bootstrapper, réellement, pour son cas, eh ben, c'est juste par rapport au paiement de ses factures. S'il peut payer son rent, son coworking, son équipe, une petite équipe qui est avec lui sans pour autant que il soit juste des cofondateurs qui travaillent à mid-time, etc., etc. Payer l'internet, payer l'ordinateur, payer, etc. Bah, qu'il bootstrap, qu'il continue. Eh ben, le growth que tu vas faire, il va être linéaire, il ne pourra jamais être exponentiel. Et si tu as 10 clients chaque mois et la rétention elle est bonne, ce qui va faire 120 clients par an, eh ben, ça va être plus que suffisant. Pourquoi? Parce que tu pourras survivre, tu pourras scaler petit à petit. La distribution, elle peut être plus petite. Si tu as besoin d'un millier de clients, et surtout pas de millions de clients, bah, tu peux essayer d'autres chaînes qui ont un ROI positif. Même s'ils sont pas en train de. Même si c'est pas scalable. Par rapport à tout ce qui est acquisition et rétention ça peut être manuel, désolé. Juste arrêter. Il y a un peu de bruit. Pour tout ce qui est acquisition et rétention, eh ben, ça peut être manuel. Donc, tu pourras en fait passer des emails à toi-même avec le Power Customers et tu pourras essayer de générer
ce rétention toi-même avec quelques clients aussi après. Donc, tu peux créer ce acquisition retention toi-même, surtout si tu as besoin de quelques clients, en fait. Lorsqu'on parle de milliers de clients, eh ben, c'est pas méchant, c'est pratiquement une base d'emailing. La conclusion de Paul Graham. Donc, Paul Graham, vous le connaissez tous, c'est un grand investisseur. Eh ben, il nous dit tout simplement, avoid investors till you decide to raise money. C'est à toi de décider si tu as besoin d'un investisseur ou pas. Et vraiment, de préférence, ne les inclus pas au départ. Pourquoi? Parce qu'un investisseur, il va vous faire du contrôle de gestion, surtout les VC, et ils vont vous faire du PNL. Tu vas avoir beaucoup de meetings qui vont être vraiment chiants avec eux. Et ça va te bouffer ton temps. Tu auras besoin d'une administration alors que tu es en phase où tu n'as pas encore d'administration. Tu es encore en train de bootstrapper et, pivoter ton produit par rapport à quelques marchés donnés. Et lorsque en fait vous le faites, faites-le en parallèle. Et faites-le en parallèle avec tout le monde. N'allez pas et ne mettez pas votre canne à pêche avec un seul investisseur. Pourquoi? Parce qu'il peut vous la tordre et comme vous voyez, le taux pour un investissement, il est de pratiquement 0,48%. Donc, il faut voir avec plusieurs, pourquoi pas, vous pourrez être avec l'un d'eux. Il faut toujours prioriser la valeur future et accepter uniquement les offres qui sont en conséquence ou bien qui sont à peu près dans la valeur future. Si le fundraising était un mot, donc ce serait cela. Ne pas s'introduire dans tout ce qui est optimisation compliquée, ne pas introduire aussi les investisseurs dans ces complications, etc., etc. Ça doit être c'est comme un mariage en fait. C'est comme un mariage. Et c'est pas lui qui va vous rendre succès heureux. C'est vraiment l'entente entre vous deux qui va vous rendre heureux. Les primary goals ensemble, c'est ce qui va vous rendre heureux. Donc, et c'est ce qui va vous rendre successful et c'est ce qui va vous donner le succès dans votre fundraise après. Pourquoi? Parce qu'un VC, il parle à un autre et il lui dit s'il est investissable ou non. Donc, ils essayent, ils se connaissent, sont tous amis et ils investissent ensemble. Voilà. Les crédits. Donc, tout cela, c'est par rapport à la France digitale, par rapport à tout ce qui est Bootstrap Company. C'était un peu sur Quora avec Oussama Ammar de The Family, ex The Family, des workshops, etc., etc. Donc, voilà. Là, c'est le dark side de la présentation. Donc, et c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure du IRR. Bon, c'est comme ça. On doit le revoir, malheureusement. Donc, pour les 100 millions d'euros, avec un IRR à 7%, 6 ans, où il va avoir, pour avoir une période positive de return. Donc, c'est un 150 millions d'euros minimum. L'IRR que va targeter l'investisseur ou bien l'LP, le lead partner, il va être un IRR à 10 voire 15% net. 10 voire 15% net. Et donc, ça va lui faire pratiquement 225 millions de dollars to stay pour rester dans le business. Et expliquant un peu le 2,25 qu'on a calculé.
Donc, supposons qu'on a 20 startups dans le portefeuille, 4 millions d'euros funding par startup et une valuation qui va être x2. On veut doubler notre valuation. Donc, réellement, ce qu'on va faire, deux fois, on va avoir 2 fois 2x qui vont actuellement perdre de l'argent. 20 fois 4 fois 2, ça va faire 160. Il va être inférieur à 225. Les 225 millions qu'on est en train de voir ici. Le target size du fonds. Il y en a ceux qui veulent faire des contributeurs qui veulent faire du 3 fois. Et bien, pratiquement 20 fois 4 fois 3, ça va faire 240. C'est supérieur aux 225. Il y en a ceux qui vont faire du 5 fois ou du 10 fois. Et là, ils ont besoin pour compenser. On en a besoin pour compenser les mauvais investissements. Donc, notre portefeuille, il va être de 10 startups, de 20 startups plutôt. Donc, un qui va faire un blockbuster. Donc, il va faire 120 fois, il va être à 80 millions d'euros. Une star, elle va faire pratiquement 10 fois. C'est 40 millions d'euros. On va avoir deux succès qui sont les 5 fois, donc 2 fois 20 millions d'euros, 40 millions autres. On va avoir 4 average, ceux qui vont faire du 2 jusqu'à 3 fois. Ils vont doubler la mise, voire tripler la mise. Et bien, ça, on va faire du 4 fois 10, donc ça va être 40 millions d'euros. 6 qui vont être du bad investment, et ben, ça va être perdu. Donc c'est du 0,5 de notre mise. 0,5 pratiquement, notre investissement il est dilué sur 2 par 2. Et là, ça va faire 0,5 fois 2x. Ça va faire 20 millions. Et 6 qui sont à perte, c'est des casses. Et ben, nous allons avoir 220 millions d'euros. Donc notre IRR d'investisseur, il va être à 12%. Et ceci, bien sûr, incluant les 20-25 millions des intérêts sur les 12 ans de travail, 12 années de travail. Voilà. Et donc, sur ce portfolio-là de 20 startups, sur n'importe quel investissement, 1 fois 10, un blockbuster est possible. Il reste toujours possible. Je dirais pas une star plutôt. Un blockbuster, c'est rare, mais une star, c'est vraiment possible. Et voilà. Donc, la séance d'aujourd'hui, elle est pratiquement terminée. J'espère que vous avez nous avons terminé la séance, normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va résumer un peu tout ce qui s'est passé au courant de nos 7 séances passées ensemble.
Donc, ce qu'on a fait, en fait, pratiquement un cours complet d'entrepreneuriat sur la MIT. Il s'appelle le cours Disciplined Entrepreneurship, qui aide généralement les startups, que ce soit en phase d'idée ou bien en phase POC ou bien en phase MVP, Minimum Viable Product, à scaler leurs produits, à mieux prototyper leurs produits, à mieux pivoter leurs produits, à aller sur de nouveaux marchés. Et c'est pour cela que on a discuté. Si tu as une idée qui est très intéressante, qui va changer le monde, ou bien améliorer des process, eh ben, vous êtes ici. Si tu as une technologie qui est intéressante et que tu veux capitaliser dessus, eh ben, on va t'aider par rapport à ça. Et si tu as une passion et tu veux savoir plus par rapport à l'entrepreneuriat et que demain tu veux devenir comme moi et accompagner des entrepreneurs, et peut-être aussi que demain que tu peux avoir ta propre idée et te lancer, eh ben, ce cours pourrait t'intéresser. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a discuté pratiquement de toute cette partie-là d'une startup qui est designée pour être, qui est une organisation qui est designée pour innover un nouveau produit ou service avec une extrême uncertainty. Donc, ça, c'est le Lean Startup, un livre très connu que je vous conseille de lire de Eric Rice. Euh, Bien sûr, l'innovation, ça égale à invention fois commercialisation. Le mot commercialisation est très important dans le startup. La single condition, la condition unique pour une entreprise, c'est d'avoir des clients qui payent et non pas des clients qui ne payent pas, car ce ne sont plus des clients. Et il faut des clients, bien sûr. L'entrepreneuriat, c'est un process de créer un sustainable business, un business qui est périn. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une passion. Ça peut l'être au début, ça peut l'être après, mais au départ, c'est un business qui est innovation driven, des startups. La différence entre les deux, l'un qui est local ou régional, l'autre qui est régional ou bien global. L'un, il n'a pas d'invention, l'autre, il a une invention ou une innovation. Pour les emplois, c'est non-tradable pour les SMEs, tradable pour les IDE. External capital, non pour les SMEs, oui pour les startups. Le growth, linéaire pour les SME et exponentiel pour les startups. Donc, la différence entre le SME et la startup dans tout ce qui est expected revenue, tout ce qui est chiffre d'affaires expecté et les job trends. Donc, les SMI, c'est pas risqué, c'est une courbe qui est assez logique par rapport aux revenus et jobs. Sinon, les startups, c'est plutôt risqué. Et donc là, comme on voit, la partie, la partie qui est en dessous de zéro, c'est la vallée de la mort. Car ils n'ont pas de revenus en ce sens. Mais dès qu'ils sortent du point zéro, eh ben, ils partent en exponentiel, go big or go home. Là, c'est le burning area et généralement on l'appelle Death Valley ou bien Valley of Death. Et nous, ce qu'on a fait tout au long de ces 7 jours, c'est pratiquement toutes ces parties de l'état de l'art de la startup. Bien sûr, son management, il est un peu cool, il est un peu spécifique, innovatif, excitant, mais comme on l'a dit, tout ce qui n'est pas mesurable n'est pas gérable. Tout doit être mesurable. On peut être innovant, on peut être cool, on peut être excitant, on peut être
etc., etc. Mais ça doit être mesurable pour qu'on puisse le gérer. Donc, qu'est-ce qui est spécial dans tout ce qui est startup? C'est qu'ils vont pouvoir itérer. Ils développent pratiquement tout en mode agile et donc en mode PDCA, produce, do, plan, do, check and act. Alors, donc, ils doivent essayer de builder et de tester à chaque fois les versionning de leurs produits. Donc, il y a plusieurs écoles d'entrepreneuriat et à quelles on doit vraiment apprendre. C'est fais-le, just do it. Le slogan de Nike, qui est réellement aussi par rapport à tout ce qui est startup, just do it. Et puis, launch a rocket ship, so you can try to do everything. Drive a car. Tout le monde peut créer une startup et ça ne dépend pas en fait d'un, euh, je dirais, qu'il soit technique ou bien innovant, etc. Tout le monde, il peut créer une startup. Tant c'est, il a de l'appétit, il sait prendre le risque, il a de la patience, eh ben, il pourra créer sa startup. Il doit être fort de caractère. Et aussi un entrepreneur, en fait, ce n'est pas uniquement c'est créer une startup, c'est aussi opérer une organisation, une communauté et des gens. Donc ça, c'est très important. Pourquoi pas, il a été déjà un manager et il a été un genre d'entrepreneur dans une grande organisation auparavant. Voilà. La réalité, en fait, d'une startup, c'est qu'il y a beaucoup de failures dans des startups. 5 éléments pour que tu aies une successful startup, c'est vraiment d'avoir une idée géniale, une team d'exécution qui est énorme, un business model qui est fameux, des levées de fonds bien sûr, et le bon timing, time to market. La réalité des startups, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait en fait qu'une startup, eh ben, elle succède? Eh ben, c'est pratiquement tout, tous les points qui sont là. Elles sont meilleures. Vous voyez, les fundraising, ce ne sont pas leur priorité. La priorité, elle est toujours dans le timing, l'idée et le business model. Bien sûr, la team aussi. Mais ce n'est pas le funding qui est la priorité. Et qu'est-ce qui fait que des startups eh ben, sont en mode failure? Donc, c'est qu'ils n'ont pas buildé une bonne team, si vous voyez bien. Et pratiquement leur timing, il n'était pas fameux, time to market. Surtout la team. La team, c'est très important parce que tu peux en fait scratcher le time to market si tu as une bonne team. Vous voyez, 42% des startups failure, c'est dû au time to market. Donc, pratiquement, tout ce qu'on a étudié, eh ben, on a fait tout ce qui est partie vision, stratégie, team, culture. On a essayé de faire, bien sûr, lors des autres cours, tout ce qui est market segmentation et tout ce qui est recherche marché avec les Crazy Eight. On a essayé de faire un build, measure, learn, feedback loop par rapport à tout ce qui est clientèle.
On a essayé de faire les pricing adéquats et le business model adéquat, de voir un peu en sorte les business models existants par rapport aux startups. On a aujourd'hui fait tout ce qui est evaluation et d'un point de vue que ce soit investisseur ou bien d'un point de vue startup, et on a compris quelques notions. Par rapport aux finances, on n'a pas trop entré en détail, mais on est entré en détail par rapport aux finances des investissements, tout ce qui est compounding interest rate, tout ce qui est discounting interest rate. Pourquoi? Pour pouvoir calculer les NPV et le future value. Donc, on a fait aussi par rapport à tout ce qui est le venture deals. Et tout ce qui est accounting, on ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le topic de notre formation. Bien sûr, les exit policies qu'on a vu tout à l'heure aussi, tout ce qui exit et tout ce qui est follow-on investment pour les VC ou bien les investisseurs qui sont avec vous et qui ont du capital avec vous. En espérant qu'à partir de cette formation, vous êtes apte vraiment à créer une équipe, une très bonne équipe, je dirais, avec une culture innovante, à pouvoir en fait conduire votre marché primaire et votre marché secondaire, à pouvoir choisir le budget market, à pouvoir profiler vos clients, à pouvoir calculer le total accessible market, à pouvoir réellement trouver les bonnes assumptions et les bonnes hypothèses de growth de votre startup, à pouvoir mesurer, apprendre et builder des feedback loops scientifiques et des KPI scientifiques de testing. Bien sûr, designer un minimum viable product si vous l'avez déjà, l'adapter pour le marché de scale-up. Tester votre MVP directement dans le marché de scale-up. Bien sûr, apply and test, experiment, evaluate, tout ce qui est PDCA, identifier tout ce qui est moteur de growth, tout ce qui va être viral, et c'est ce qu'on a vu avec les DMU, et surtout les influencers, différencier, et les personas, bien sûr, sur le Wikipoint, différencier entre les différents types de pivots, les zoom in, zoom out, le customer segment, les growth pivots, les engines. Bien sûr, savoir calculer, savoir designer son business model, mettre un bon pricing, calculer le lifetime value d'un client acquis et bien sûr calculer le cost of customer acquisition. Bien sûr, on aimerait bien que, j'espère qu'aujourd'hui aussi, vous avez su valoriser en pré-revenu et post-revenu vos startups, différencier entre les corporates, les KPI des corporates, tout ce qui est stock types, bonds, equity, debt, les ratios, les return on asset, les return on investment, les IRR, etc., etc. Tous ces métriques et ce jargon que vous croyez ou que vous voyez qui est difficile, qui généralement les venture capitalistes et les analystes vous le diront, mais lorsque vous le comprendrez, ce sera trop facile pour vous pour mieux donner des offres aux investisseurs et les acquérir. Il faut vraiment comprendre, j'espère que vous l'avez compris aujourd'hui, le process d'investissement et de financement à partir d'un venture capitaliste. Et bien sûr, créer une comptabilité qui est saine, un balance sheet, un income statement, cash flow statement. Tout doit être sain pour pouvoir passer la due diligence des VC. Et pourquoi pas reconnaître toutes les formes d'exit, que ce soit avec un autre VC, ou bien avec un LP, ou bien avec une M&A, ou bien pourquoi pas en bourse avec initial opening, public offering, initial public offering.
Et voilà. J'espère que vous avez trouvé un intérêt en cette formation et en espérant vous voir dans une autre formation. S'il y a des livres que je vous conseille, donc je vous conseillerais vivement de lire le livre Disciplined Entrepreneurship de Bill Hewlett. C'est à partir de là que ce cours il a été pris. C'est un cours qui est à l'MIT. Bill Hewlett il a accompagné plusieurs startups dans Facebook, dans Uber, dans Google, etc. Je retourne sur le livre Lean Startup, qui est une méthodologie agile. Eric Rice, en fait, il va introduire toute la méthodologie agile dans le Lean Startup. Il y a le Venture Deals de Brad Feld et Jason Mendelsohn. Il y a un autre livre qui a été créé par Eric Schmidt, le fondateur de Google, et Jonathan Rosenberg, qui s'appelle How Google Works. Et bien sûr, un livre que j'aime beaucoup, qui a été fait par Laszlo Bock. En fait, il s'appelle Work Rules, Insights from Inside Google, Insights from Inside Google, that will transform how you live and you lead. Et voilà. Merci à tous. J'espère vous revoir bientôt.